Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène au Togo pour parler de l'élection législative qui s'est déroulée hier. Première élection à l'issue du changement de constitution dans lequel le Togo va basculer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Il faut savoir que au cours de ces élections législatives-là, 4,2 millions de Togolais sur les 8 millions d'habitants que comporte ce pays ont été appelés aux urnes pour élire 113 députés. Alors, sur les 113 députés, il faut savoir que le pays, en réalité, on en a rajouté 22 de plus. Et il y a aussi, à l'issue de cela, il y aura aussi d'autres élections, notamment les élections sénatoriales, parce que la nouvelle constitution prévoit la mise en œuvre d'un Sénat où 179 sénateurs seront également élus. Dans quelles conditions, je l'ignore encore. Mais ce qui est clair, c'est que évidemment, c'est une élection aussi d'un point de vue de la transparence qui est quand même qui me laisse un peu dubitative. Pourquoi? Parce que il faut savoir que déjà, les grands médias internationaux n'ont pas reçu leur accréditation pour couvrir ces élections. Il faut aussi savoir que déjà au cours de la campagne électorale, toutes les manifestations qui étaient anti-réforme constitutionnelle avaient été interdites et les forces de l'ordre avaient été déployées pour empêcher donc toutes ces manifestations-là. Et il faut également savoir que au niveau de, comme je l'ai dit, très peu de journalistes étrangers ont reçu des accréditations et même l'Église catholique, la commission électorale ne lui a pas permis de déployer des observateurs sur l'ensemble du pays pour observer. Ils n'étaient pas confiants? Je ne sais pas s'ils ne sont pas confiants. C'est malheureusement un durcissement du régime du président Faure Gnassingbé. Je crois que ce régime est quand même assez fébrile. Il faut savoir que l'ancienne constitution permettait au président Faure de rester au pouvoir pas plus de 2 mandats et son mandat actuel doit s'achever en 2025. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'opposants au président Faure Gnassingbé estiment que cette modification constitutionnelle qui va faire basculer, selon leurs propres termes, le Togo dans la 4e République sera l'occasion pour le président Faure de se maintenir au pouvoir en partant du prétexte que le changement de constitution, le changement de régime républicain entraîne donc l'annulation de tous les autres mandats et donc on remet les compteurs à zéro. Maintenant, ce qui est clair, c'est que évidemment, on attend les résultats de cette élection. Est-ce que unir le parti présidentiel, le parti de Faure Gnassingbé et Yadema remportera la majorité des sièges? C'est fort probable, puisque unir a toujours remporté la majorité des sièges. Et vu le durcissement du régime en matière justement de couverture médiatique de cette élection et le fait que toutes les voix dissonantes, notamment les voix de l'opposition qui décriaient le contenu de cette modification constitutionnelle ont été plus ou moins muselés, il est clair que il est peu probable qu'il y ait, de ce point de vue-là, une victoire de l'opposition. Malgré tout, une partie de l'opposition a quand même participé à cette élection. Maintenant, est-ce qu'elle va obtenir gain de cause? Seule, évidemment, la commission électorale, qui est le seul organe en charge de la supervision et l'organisation de ces élections, sera en mesure de nous le dire. Mais ce qui est clair, c'est que aussitôt après la promulgation de ces résultats, si le parti présidentiel est élu, l'emporte, ce sera à ce parti-là de choisir le futur président de la République. Donc, il n'y aura plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct, ce sera au suffrage universel indirect, puisque ce sera désormais par l'entremise des députés que le président de la République sera élu. Et ce même président-là n'aura plus qu'un rôle honorifique, puisqu'il n'aura plus véritablement le pouvoir de diriger le pays. Il aura certaines prérogatives, je crois, peut-être convoquer des élections, dissoudre l'Assemblée nationale ou le Sénat, et bien d'autres prérogatives qu'on avoir le droit de, par exemple, parler au nom du pays à l'étranger, des choses comme ça. Mais l'essentiel du pouvoir sera désormais détenu par le Premier ministre qui va présider ce qu'on appelle un conseil gouvernemental. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'on voit en Israël,
Israël ou à ce qu'on voit en Italie ou encore dans certains pays baltes, hein, comme la Hongrie, où là-bas, évidemment, c'est le Premier ministre, ou encore en Angleterre, même si l'Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle, où là-bas, ce sont les premiers ministres qui, véritablement, détiennent la réalité du pouvoir. Donc, l'exercice du pouvoir est entre les mains du Premier ministre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on peut avoir un glissement de fonction de Faure Gnassingbé, de président de la République vers Premier ministre? Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de totalement incongru. Comme on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire un président fort qui décide de se maintenir au pouvoir, mais sans plus avoir à gérer directement, à être responsable, si tu veux, de la gestion du pays. Donc, il devient une espèce de père de la nation, une espèce de patriarche qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis politiques et qui sert de médiateur en cas de crise politique. Et donc, est-ce qu'il va accepter de jouer ce rôle-là et laisser maintenant l'exercice du pouvoir à d'autres hommes politiques, notamment, mais attention, hommes politiques de son obédience, de son sérail? Ça, évidemment, il faudra avoir une boule de cristal très, 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 très efficace pour pouvoir avoir la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est peu probable que le parti présidentiel uni perde ses élections, parce qu'ils ont toujours remporté toutes les élections, hein, depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc, je ne pense pas qu'ils soient en capacité de passer la main en réalité. Donc, ils vont rester au pouvoir. Maintenant, ce qui va être intéressant à voir, c'est quel rôle va jouer Faure Gnassingbé dans cette nouvelle recomposition, si tu veux, du pouvoir togolais. Est-ce qu'il va être le président avec un statut purement honorifique, ou bien il va décider de rester toujours dans l'arène politique, d'avoir les commandes dans la gestion du pays? Et dans ce cas, est-ce qu'il accepterait de devenir le Premier ministre? Donc ça, évidemment, c'est à mon avis la grande question qu'il faudrait se poser et faire une croix sur les résultats des scrutins dont on sait déjà d'avance que ce sera le parti présidentiel UNIR qui va l'emporter. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, le Hamas demande une trêve de 40 jours. Maintenant, reste à savoir si Israël va l'accepter, parce qu'on joue un espèce de jeu de ping-pong, un jeu de mauvaise foi dans les deux parties, de la part des deux belligérants. Et ce jeu de mauvaise foi-là agace maintenant les parties qui font la médiation, hein. Les États-Unis mettent la pression à Israël pour qu'ils acceptent, pour qu'ils rapidement y parviennent à un cessez-le-feu, comme le Qatar aussi, de l'autre côté, qui soutient le Hamas, met la pression aussi sur l'organisation palestinienne pour qu'elle aussi essaye de mettre un peu d'eau dans son vin pour accepter un accord, un cessez-le-feu. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, la question de la politique intérieure est intimement liée à cette question de la guerre à Gaza. Pour Benyamin Netanyahu, lui, est-ce qu'il va accepter une trêve, certes, mais de 40 jours? J'en doute fort, parce qu'il sait que s'il fait une trêve de 40 jours, qu'est-ce qu'il aura en contrepartie? Est-ce qu'il aura la libération de la totalité des otages restants entre les mains du Hamas? Ça aussi, j'en doute, parce que ces otages-là sont véritablement le seul moyen de pression dont ils disposent pour essayer de faire plier Israël. Et Israël va toujours se servir de ces otages-là, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des otages entre les mains du Hamas, eh ben Benyamin justifiera toujours sa guerre contre le Hamas, et donc sa volonté de continuer de continuer les combats sur le terrain. Donc on arrive un peu à cela, d'autant plus que des voix dissonantes à l'intérieur d'Israël se font de plus en plus entendre, à côté des familles des otages qui réclament un cessez-le-feu immédiat pour faciliter un retour des otages. Il y a aussi de plus en plus d'Israéliens qui souhaitent que Benyamin Netanyahu quitte ses fonctions, organise de nouvelles élections anticipées, et très certainement qu'il puisse répondre de sa responsabilité dans les événements du 7 octobre et dans d'autres événements antérieurs, notamment dans des affaires de corruption qui le guettent. Donc on est un peu dans ça. Et puis, de l'autre côté, on a une situation humanitaire qui est totalement catastrophique, mais d'un point de vue politique, pour le Hamas, ça reste quand même quelque chose de positif,
puisque en dépit des 34 000 morts et de la destruction de la quasi-totalité de la bande de Gaza, le Hamas a quand même réussi à jouer le coup politique de ramener la question palestinienne au centre des débats politiques, notamment dans le Moyen-Orient, sur la question du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, la question palestinienne a pris une résonance mondiale. On le voit aujourd'hui avec la multiplication des manifestations au sein des universités, notamment américaines. On l'a vu aussi en France dernièrement à la Sorbonne, où des étudiants pro-palestiniens ont organisé des manifestations, même s'ils ont été délogés de là par la force. L'université a fait appel aux forces de police pour les déloger, mais néanmoins, dans beaucoup de pays occidentaux notamment, la question palestinienne revient au centre de la diplomatie dans la région et de la diplomatie de manière globale. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qu'on pensait avoir enterré, notamment avec les accords d'Abraham qui avaient été signés, il faut se rappeler, sous Donald Trump, c'est-à-dire permettre aux pays arabes d'avoir des relations diplomatiques normales avec Israël sans que la question palestinienne ait connu une véritable avancée. Donc, de ce point de vue, c'est la mort des accords d'Abraham. Le rapprochement qui commençait à se faire entre l'Arabie saoudite et l'État Israël est à son état mort, puisque l'Arabie saoudite a aussitôt fait marche arrière au regard, évidemment, de la dégradation de la situation dans la région. Il y a de très fortes tensions entre Israël et l'Iran et évidemment son proxy qui est le Hezbollah libanais qui partage une frontière au nord avec Israël, au nord d'Israël avec le Liban. Donc tout ça fait qu'à la fois on a cette pression-là, pression aussi, il ne faut pas aussi oublier au niveau de la mer Rouge, les rebelles Houthis du Yémen qui perturbent le trafic maritime dans cette région et donc perturbent énormément la capacité des navires à accoster dans les ports israéliens. Donc, cette offensive du 7 octobre de l'année dernière du Hamas a, sur le plan humain, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, été catastrophique, mais sur le plan politique, il faut bien admettre que c'est l'essentiel des objectifs qui étaient visés par cette organisation palestinienne a été atteint, puisque ils sont aujourd'hui même en plus grande capacité, ils ont une plus grande légitimité que le Fatah, qui est le parti historique qui dirige les territoires palestiniens. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui parle au nom du peuple palestinien, alors que d'un point de vue juridique, il n'en a pas la compétence. Mais d'un point de vue purement politique, eh ben, il porte toute la légitimité à parler au nom de ce peuple-là, qui avait vu sa situation, notamment sous les mandats de Donald Trump, sous le mandat de Donald Trump, fortement se dégrader, avec un durcissement aussi de la position israélienne et un renforcement et une multiplication des colonies d'implantation, notamment en Cisjordanie. Donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, ces questions-là sont reviennent véritablement sur la table des discussions, même si pour le moment on en est encore loin. L'essentiel d'abord, c'est de mettre un terme au conflit et donc de trouver un terrain d'entente pour un cessez-le-feu immédiat et durable, mais après évidemment d'autres questions liées à la question des implantations des colonies juives, à la question du statut des Palestiniens. Il faut aussi que les États-Unis qui ont opposé un veto au fait que la Palestine puisse devenir un État membre à part entière des Nations Unies, tout ça aussi dans un contexte de pré-campagne aux États-Unis, mais fait un peu mal à Joe Biden, et donc il est obligé lui aussi de mettre la pression sur Benjamin Netanyahu pour obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.